Toutes ces applications ont une promesse en commun, nous permettent de développer aussi rapidement une application, que ce soit mobile, web, etc. N'importe quel type d'application grâce à l'intelligence artificielle. Mais est-il réellement pertinent d'utiliser ces outils dans des projets spécifiques comme la création d'un SaaS super puissant, super sensible? Par exemple, est-il pertinent d'utiliser certains de ces outils? Quels sont les points forts, les points faibles de ces outils? On va en parler dans cette vidéo, les gars, et je pense que cette vidéo va aider plus d'un. Let's go. Ok, voici mon écran avec quand même une palette d'outils que vous connaissez certainement. Donc là, vous avez Windsurf. Je vous les présente très rapidement avant qu'on ne rentre, voilà, dans le vif du sujet. Windsurf, ici, V0, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une plateforme qui te permet de développer donc un prototype d'application, une application même, et de la déployer directement. C'est pareil aussi pour Bolt, que vous connaissez certainement. Pareil aussi pour Lovable. Vous avez reconnu le logo, Lovable, Love, le cœur. Donc Cursor, ici, qui a lancé, au fait, voilà, toutes ces autres applications, parce que Cursor a été quand même le déclencheur de l'arrivée de toutes ces applications, Windsurf, Bolt, V0 et Lovable. Donc voilà, ici vous avez VS Code. VS Code, c'est un outil qui permet tout simplement aux développeurs de coder, quoi. Donc voilà, c'est une IDE. Il y a Replit aussi qui te permet aussi de développer très rapidement une application. Donc toutes ces applications, ces plateformes ont un point commun, développer une application grâce à l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va scinder ces outils en deux catégories. On va les classifier en deux catégories. Donc voilà, je mets un trait comme ça là. Et donc première catégorie, ça sera la catégorie des IDE. Donc je vais les scinder comme ça. Les IDE, on va essayer d'agrandir un peu l'écriture là déjà. Hop là. Et donc ça, deuxième catégorie, ça sera la catégorie des agents IA, développeurs d'applications. On va dire ça comme ça. Donc voilà, bam. Des agents IA qui te permettent tout simplement de développer des applications. Et donc, je vais les classer et ensuite, je vous dirai pourquoi je mets tel ou tel outil dans telle ou telle catégorie. Et donc, je vais mettre déjà VS Code dans la catégorie des IDE. Je pense que je vous ai spoilé déjà en avance. Donc, IDE, c'est un outil qui permet tout simplement aux développeurs de coder dans n'importe quel langage. Hein, voilà. Le sigle signifie tout simplement Integrated Development Environment. Donc, c'est évocateur. Donc, c'est un environnement de développement pour voilà les devs. Je vais mettre aussi Windsurf dans la catégorie IDE. Je vous expliquerai un peu plus loin dans la vidéo pourquoi. Et je vais mettre aussi Cursor dans la catégorie IDE. Et les autres, je vais les mettre ici. Donc, dans la catégorie agent IA, développeur d'application. Donc là, boum, on a notre classement qui est fait très rapidement. OK, donc je vais attaquer par les agents IA, développeurs d'application. OK, ces agents IA ont une particularité. C'est grâce à un simple prompt, tu peux générer une application en 2-3 mouvements. Donc, tu as une idée tout de suite, bam, tu vas sur Bolt, tu vas sur V0 ou sur Lovable, tu promptes et tout de suite, tu as ton idée qui se génère avec potentiellement la possibilité de récupérer le code. Mais la partie code est cachée. Voilà, tu peux exporter le code, bien évidemment, mais la partie code n'est pas bien évidemment visible. Donc, la faiblesse de ces plateformes, c'est que le code qui est souvent généré sur ces plateformes-là n'est pas du tout sécurisé. Donc, j'ai fait le test. J'ai créé pas mal de prototypes d'applications sur ces plateformes. Le code généré n'est pas du tout sécurisé. Je prends un exemple. La fois passée, un ami m'a soumis un code d'application qu'il a développé sous Lovable, développé entre guillemets, qu'il a généré sous Lovable. Et en fouillant dans le code, j'ai remarqué qu'il y avait présence de la clé API de Supabase. Pour ceux qui utilisent Lovable, sur Lovable, vous avez la possibilité de connecter votre application à une base de données Supabase. Donc là, vous avez l'interface de Lovable. Je vous montre à peu près comment est-ce que ça marche. Hein. Voilà. Donc vous avez l'interface, le chat ici. Je pense que ceux qui sont habitués à utiliser Lovable reconnaîtront l'interface le temps que ça se charge. Donc là, boum. Donc vous avez votre Supabase ici. Et vous pouvez le connecter à votre application, l'application que vous êtes en train de développer. Et ça, c'est super intéressant. Or, pour se connecter à Supabase, il faut donc une clé API qui puisse permettre de connecter l'application à Supabase. Eh bien, la clé API était insérée en dur dans le code. Ça veut dire que si un hacker accède au code source de l'application qui est mise en production, par exemple, ça veut dire qu'il aura accès donc à la clé API potentiellement et pourra faire tout ce qu'il veut dans la base Supabase. Il pourra supprimer, modifier des informations, et là, c'est pas très sécure. C'est idem pour Bolt, c'est idem pour V0. Ces codes qu'ils génèrent ne sont pas optimisés, ne sont pas sécurisés pour des applis qu'on doit mettre en production ou pour des applis à grande échelle. Donc, à part la sécurité, il y a aussi le fait que ce soit limité. Limité en termes de langage de programmation et en termes de type d'application qu'on veut développer. Si on veut développer aujourd'hui une application mobile, on ne peut pas le développer sur V0, Bolt ou Lovable.
potentiellement, on peut faire quelque chose avec Replit. Replit, d'ailleurs, je vais pas le mettre véritablement dans cette catégorie. Je vais le mettre au milieu. Je vous expliquerai aussi un peu plus tard pourquoi. Et donc là, je parle là de limite. On est limité. Donc, on est limité dans le choix des technos qu'on doit utiliser pour développer notre application. Je retourne encore sur Lovable. Je prends Lovable en exemple, mais c'est applicable aux autres applications de la catégorie. Là, par exemple, dans ma discussion, j'ai mis par exemple une application en Python du jeu du pendu. Donc, je voulais générer le jeu du pendu en Python, juste pour vous montrer un peu. Et là, il me répond, je vois que vous souhaitez créer une application pendu, mais je note que ce projet est configuré en React, TypeScript et non en Python. Donc voilà, sur cette plateforme, la plupart des projets que vous allez générer seront des projets en React ou soit en TypeScript. Vous ne pourrez pas générer des projets en Python, vous ne pourrez pas générer des projets dans d'autres langages, Java, PHP, etc. Non, vous n'avez pas le choix ou la flexibilité sur le choix des technos que vous pouvez utiliser pour développer votre application. C'est l'une des limites aussi ici. Du coup, ce qui fait qu'on peut pas développer une application mobile, une application hybride sur ces plateformes, on peut que développer des applications web. La partie limite en termes de techno, de stack, il y a aussi le concept de back-end, front-end. On en parle souvent lorsqu'on veut développer par exemple un SaaS. On a une partie back-end et une partie front-end. Voilà. Donc, je vais développer bien évidemment. Donc, on a la partie back-end et la partie front-end. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le back-end et le front-end, je vais prendre une image comme ça. Donc, vous avez un restaurant. Donc, lorsque vous allez généralement au restaurant, vous avez voilà le cadre. Le cadre qui est agréable, accueillant, la table qui est bien dressée, voilà, les couverts qui sont bien placés. Donc, le cadre est très accueillant lorsque vous arrivez. Mais derrière, en cuisine, c'est le gros bordel généralement. Tu vois, c'est le gros bordel généralement. On reçoit ta commande, la commande doit être rapidement traitée et donc c'est le bazar, ça court dans tous les sens. Eh bien, c'est comme ça. Considérez donc le front-end comme le cadre du restaurant, en quelque sorte, qui est bien, qui est très bien travaillé, qui vous met à l'aise, et le back-end comme la partie où voilà le moteur même de l'application, la partie où voilà il y a un bordel monstre, des API qui s'appellent entre elles, voilà des data qui circulent dans tous les sens. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez voir les choses. Et donc généralement ces applications V0, Bolt et Lovable vont favoriser le front-end, vont être très bons en génération de front-end. Voilà, le front-end, voilà, c'est beau, c'est l'interface que vous voyez, le dashboard, il est très beau. Voilà, le jeu que vous avez développé a une très belle interface. Donc voilà, ils sont très forts en génération de front-end, mais pas bons en génération de back-end. En termes de back-end, c'est pas trop ça. Même si ils insèrent quand même dans leur promesse le fait de pouvoir développer un back-end, ils n'ont pas les outils solides pour pouvoir développer un super back-end. Donc c'est assez léger quand même à ce niveau. Pour une application à grande échelle, si tu veux développer un SaaS à grande échelle qui marche, qui va accueillir énormément d'utilisateurs et qui va être sécurisé en plus, côté back-end, ils n'ont pas forcément les outils nécessaires ou la base nécessaire pour aller côté back-end. Donc, c'est assez faible côté back-end, mais très, 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 très fort pour générer du front-end. Donc, parlant de SaaS, on va parler de, du SaaS en général, de la scalabilité, de la robustesse d'une application, par exemple. Scalabilité, robustesse, voilà, de l'application que vous développez par exemple. Qu'est-ce que je veux dire par scalabilité pour ceux que peut-être ces deux mots vont faire peur. Voilà. Pour ceux que ces deux mots vont faire peur, voilà, la scalabilité, c'est tout simplement la capacité d'une application, d'un système à s'adapter efficacement à l'augmentation de la charge. À supposer que tu as une idée tout de suite d'une application de gestion d'un hôtel, par exemple, tu développes l'application et tu la testes dans une niche, dans une portion d'utilisateurs dans ta niche, et ton application devient tout de suite virale. Et donc, il y a énormément d'utilisateurs qui commencent par utiliser ta plateforme. Est-ce que ton application va résister à la charge en termes de montée de nombre d'utilisateurs sur la plateforme? Donc c'est ça. Si ton application arrive à être fonctionnelle malgré le nombre d'utilisateurs croissants, alors elle est scalable. Donc c'est ce que je veux dire par scalabilité. Robustesse. Donc la robustesse, c'est la capacité qu'on confère à une application de fonctionner de manière fiable et continue, même en cas d'erreur ou en cas d'imprévu ou de situation imprévue, quoi, tu vois. Donc s'il y a une situation imprévue, l'application doit continuer quand même par très bien fonctionner. Vous imaginez une plateforme comme, voilà, on va dire X par exemple. S'il y a une erreur derrière, il faut que la plateforme continue par tourner parce qu'il y a des millions et des millions d'utilisateurs qui génèrent voilà de l'argent grâce à cette plateforme. Il y a des business littéralement qui tournent sur la plateforme, donc il faut pas que la plateforme s'arrête, peu importe ce qui se passe. Donc c'est dans ce sens qu'on parle de robustesse côté application. Mais voilà, est-ce que le code fourni par ces applications est scalable, robuste? Non, non et non. Voilà.
le code qu'il fournit, la structure de code, la structure de projet qu'il fournit, généralement V0, Bolt et Lovable, ne répond pas donc aux critères de scalabilité ou de robustesse si vous voulez développer une application à grande échelle. Donc ces applications sont bonnes lorsque vous voulez développer par exemple des MVP, ce qu'on appelle des MVP, ou soit lorsque vous voulez développer par exemple des POC. Par exemple, vous pouvez utiliser ces applications. MVP, c'est pour Minimal Viable Product, c'est-à-dire quand tu as une idée tout de suite et que tu veux la tester, tu peux tout de suite aller voilà sur Lovable, Bolt, etc. générer donc la fonctionnalité principale. L'essentiel, c'est la fonctionnalité de base de ton application, la tester auprès du public. Et si ça marche, tu enclenches donc la deuxième phase, tu développes vraiment, tu améliores vraiment ton application pour que ça fit bien, pour que ça soit adapté au grand public. Donc c'est ça. Donc si tu as une idée à tester, va sur Bolt, V0, Lovable, tu génères donc ton application, tu la soumets et dès que c'est validé, tu pourras ensuite entamer le développement proprement dit. Tu pourras embaucher un développeur si tu n'es pas développeur, si tu n'as aucune maîtrise, si tu n'as aucune base dans le code. Embauche des développeurs ou embauche un développeur qui va travailler sur le produit, restructurer tout ça et revoir tous ces aspects que je viens d'énumérer, la sécurité, la partie back-end, la scalabilité, la robustesse de l'application, ce qui est très très important. Donc on va aller dans la deuxième partie, une partie que je connais un peu, voilà, parce que je développe pas mal de solutions IA et donc je suis amené à coder et à utiliser des IDE, bien évidemment. Donc VS Code, c'est le plus connu, c'est l'IDE le plus utilisé actuellement sur le marché, hein. Voilà. Donc vous avez VS Code. Pourquoi je parle de VS Code? Il n'y a aucune fonctionnalité d'IA nativement intégrée dans VS Code, mais dans VS Code, vous avez la possibilité d'intégrer voilà des plugins, ce qu'on appelle des plugins. Donc vous pouvez rajouter des extensions à VS Code qui peuvent rajouter des agents IA au sein de VS Code que vous pouvez utiliser pour très rapidement avancer dans votre code. Donc vous avez cette option IDE IA. Vous avez ces deux autres IDE qui comportent déjà des agents IA qui vont vous permettre de développer assez rapidement, des fonctionnalités IA qui vont vous permettre d'avancer assez rapidement. Chatbot, agent IA pour générer du code, créer des fichiers, modifier une partie de votre projet. Donc là, on est dans le concept de IDE plus IA. Plus IA. Donc voilà. Et avec ces IDE-là, tu peux développer dans n'importe quel langage. Tu peux développer une application web, une application Python, tu peux développer une application mobile pour iPhone, Android, en Java, etc. Donc, tu peux développer dans le langage qui te plaît, véritablement, avec ces plateformes, ces IDE-là, contrairement aux autres. Et donc, côté sécurité, tu peux toucher au code. C'est toi qui gères le code. Tu as une maîtrise sur le code. Donc, tu peux structurer le code de telle manière à ce qu'il n'y ait pas trop de failles de sécurité, réduire la probabilité qu'on puisse hacker, par exemple, ton application en restructurant bien ton code, en vérifiant bien les failles de sécurité, scalabilité, robustesse. Tu peux structurer à ta guise le code pour que ce soit scalable. Donc, en gros, une fois que tu as généré ton MVP ici et que voilà, tu as validé ton idée en quelque sorte, tu peux la transférer maintenant ici. Parce qu'on peut récupérer le code de ces différentes plateformes et les utiliser par la suite ici. Donc, généralement, le code sera stocké sur GitHub. Donc, voilà, GitHub. Et ensuite, une fois que c'est stocké sur GitHub, vous pouvez la récupérer donc sur ces différents IDE et travailler comme vous voulez là-dessus, pusher, gérer les versions, ce genre de choses. Donc là, on va parler de Replit. Pourquoi j'ai mis Replit là au milieu? Je trouve que c'est le juste milieu entre voilà ces deux types d'applications. Sous Replit, tu as des agents qui peuvent te générer très rapidement des front-end, un prototype d'application. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux modifier le code, tu peux voir le code en live, restructurer le code à ta guise, comme tu veux. Parce que de base, avant que Replit n'intègre des agents ou des fonctionnalités IA en son sein, j'utilisais Replit en ligne comme éditeur de code, comme IDE. Donc, ça me servait d'IDE en ligne. Donc, je codais en ligne, je testais en ligne, je débuguais en ligne et je déployais directement des applications IA directement avec Replit avant l'arrivée, donc, des fonctionnalités IA. Donc, les fonctionnalités IA ici sont un plus encore pour accélérer les choses. Donc, c'est le juste milieu entre, voilà, ces deux types d'applications, on va dire ça comme ça. Le petit bémol aussi, côté Replit, c'est que elle est un peu limitée. Pour les applications mobiles, je ne suis pas sûr que tu sois capable de développer une application mobile avec Replit. J'ai déjà essayé une fois, ça passait pas. Donc c'est la petite limite avec Replit. Donc si tu veux orienter tout ça côté application mobile, il va falloir donc utiliser donc ces différentes plateformes. On vient du côté des agents IA et des apps. Vous pouvez générer des MVP, des POC. À la rigueur, je vais rajouter encore autre chose. À la rigueur, vous pouvez générer donc un site vitrine, par exemple. Donc, si vous avez un site vitrine à une seule page, par exemple, donc vous générez votre site à une page, vous la déployez, vous achetez un nom de domaine que vous venez à coller donc au site. Donc ça aussi, ça passe. Donc, si vous avez un blog, vous pouvez potentiellement le faire, sauf que pour les blogs, il vous faudra un CMS. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un CMS, la description littérale, c'est
Content Management System. Donc, c'est un gestionnaire de contenu. C'est grâce à ce, voilà, on va dire, ce back-end que vous allez pouvoir gérer tout ce qui est articles, les articles qu'il faut publier, pas publier, les articles qu'il faut mettre en attente, qu'il faut valider, ce genre de choses. Donc, la gestion de vos articles, ça se fera beaucoup plus ici. Si vous voulez aller vers des sites type e-commerce aussi, il vous faudra aussi des CMS. Et il y a pas mal de CMS qui sont connus, WordPress, PrestaShop, ce genre de choses. Donc, voilà, ce sont des CMS qui vous permettent donc de gérer le contenu sur votre site web. Pourquoi je parle de blog ici? J'ai mis blog, excusez-moi. Pourquoi je parle de blog ici? C'est qu'à la limite, tu peux créer toi-même ton mini CMS à toi sur Bolt, tant que c'est toi seul qui l'utilise, vu que c'est toi seul qui l'utilise. Donc, tu peux créer ton mini CMS à toi et puis publier voilà, des articles de temps à autre. Tu peux même créer une automatisation qui génère des articles de manière automatisée sur ton blog. Donc là, ça peut potentiellement passer. C'est toutes ces mini applications, on va dire, vous pouvez les déployer sur V0 Lovable, mais lorsqu'il s'agit véritablement d'un SaaS où il y aura véritablement une montée en charge en termes d'utilisateurs, il y aura voilà la partie sécurité qui sera très importante sur la chaîne, l'anonymisation des données, ce genre de choses. Il faut opter donc pour ces outils ici. Ok, en termes de prix, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, ces applications sont payantes. Windsurf payant, Cursor aussi payant. VS Code, par contre, c'est gratuit. Mais si vous ajoutez un plugin, certainement que vous allez utiliser un LLM. Donc, il va falloir entrer une clé API. Donc, ça va être payant, voilà, à l'usage. Mais l'option la moins chère parmi elles toutes, bien sûr que Replit est payant, donc je ne l'ai pas mentionné. L'option la moins chère parmi tout ça, c'est bien évidemment, voilà, cette option-là, l'option VS Code, couplé avec les extensions IA, et c'est ce que j'utilise généralement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Le schéma, voilà, c'est un gribouillis, mais je pense que c'est un gribouillis qui peut servir à certaines personnes. Donc je vais mettre le schéma et potentiellement, voilà, une petite description, un résumé de ce que j'ai expliqué là dans la communauté, toutes les ressources que j'ai mentionnées, le lien vers Windsurf, Cursor, VS Code, V0, Bolt, Lovable, pour ceux qui veulent avoir le lien vers ces plateformes, soit vous googlez ou soit vous pouvez aller dans la partie ressources. Toutes les ressources sont dans la communauté. N'hésitez pas à rejoindre derrière la communauté. C'est très important si c'est pas encore fait. Rejoindre la communauté. L'accès est gratuit. Et voilà, tout sera dans la communauté. Et moi, je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Et si vous avez des questions concernant ce que j'ai expliqué là, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou soit à me DM sur Instagram ou soit dans la communauté. C'était Mr. Opi. Prenez soin de vous. Peace.